C'est bien. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce meeting de lutte ouvrière qui se fait dans le cadre des élections fédérales qui auront lieu la semaine prochaine, le 9 juin. Et donc on peut commencer par demander s'il y a des néerlandophones dans la salle. Tu peux nous demander. Parce qu'on voudrait que tout le monde puisse comprendre le topo qu'on va faire et la discussion. Et parce que notamment, dans notre pays, il n'y a que 3 langues officielles et que par ailleurs à Bruxelles, là où on se présente, il y a aussi beaucoup de francophones qui vivent. Donc tout notre matériel électoral il est dans les 2 langues. Et donc on voudrait aussi que ce topo, si c'est utile, il soit aussi compréhensible pour les néerlandophones. Alles kan dus in het Nederlands. Laat weten of het nodig is. Voilà. Donc, malgré tout, vous pourrez suivre le topo en néerlandais sur l'écran. Voilà. Donc on va bientôt commencer par l'intervention de nos 2 têtes de liste que je vous présenterai dans un instant. Et ensuite, il y aura un moment de discussion. On va ouvrir la parole pour que vous, qui êtes là cet après-midi avec nous, puissiez intervenir, interpeller nos candidats et poser vos questions. Et ça vaut le coup de dire bien maintenant que c'est vraiment bienvenu, quoi. Une des raisons principales pour laquelle on organise ce meeting, c'est justement pour qu'on puisse avoir ensemble cette discussion. Et donc, même si on n'ose pas, ou moins, et surtout si on n'ose pas au moins, ça vaut vraiment la peine de se préparer à prendre la parole, à poser ses problèmes, à poser des questions et à intervenir, quoi. Donc, sans plus attendre, je vous présente la tribune. Nos 2 intervenants sont Isabelle Destrument, qui est enseignante à Bruxelles et qui est tête de liste lutte ouvrière à Bruxelles, et Michel Rugel, qui est technicien à Mons et tête de liste dans le Hainaut. Alors, à la tribune avec eux, pour répondre à vos questions, Beniamino Seriani, ouvrier et candidat dans le Hainaut, et Antonina Destré, enseignante à Bruxelles et candidate sur nos listes à Bruxelles. Et finalement moi-même, Mathieu Sauvnier, enseignant et également candidat à Bruxelles. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Isabelle. Alors, bonjour à tous. Donc, les élections se dérouleront dans 1 semaine et nous conduisons avec Michel les listes lutte ouvrière au fédéral dans le Hainaut et à Bruxelles. Alors, lors de ces élections, une partie d'entre nous pourra voter pour une liste de travailleuses et de travailleurs. Pas pour des politiciens professionnels, mais pour des ouvriers, des retraités, des employés, des infirmières, des enseignantes. Tous ont à cœur, par leur candidature et dans leur vie quotidienne, de s'adresser aux autres travailleurs, à leurs collègues, leurs amis, leurs familles, pour les regrouper, pour qu'ils se fassent respecter face à l'exploitation patronale. Les électeurs vont pouvoir voter pour des militants convaincus que notre camp, le camp des travailleurs, doit retrouver la conscience de sa force et le chemin de la lutte collective. Non seulement pour arracher de meilleures conditions de travail, pour s'opposer au licenciement et aux restructurations, à l'austérité, au manque de moyens, mais aussi pour renverser le système capitaliste qui nous enfonce dans les crises et les guerres. Et ceux d'entre nous qui ne pourront pas voter pour les listes lutte ouvrière, soit car ils vivent dans d'autres circonscriptions, soit car ils sont privés du droit de vote, comme des dizaines de milliers de travailleurs étrangers, ils trouveront leur place dans ces luttes nécessaires. Nous, communistes révolutionnaires, nous le disons pendant les élections et hors des élections, le capitalisme n'est pas seulement un système inégalitaire et injuste, c'est un système destructeur. Et aujourd'hui, cela crève les yeux. La Belgique est un pays riche. Les milliards s'accumulent dans les caisses patronales. Les profits, les dividendes, les fortunes explosent tous les records. L'année dernière, les bénéfices des entreprises belges cotées en bourse ont augmenté 22 milliards. L'équivalent de 400 000 salaires annuels, dont près de la moitié a été versé en dividendes aux actionnaires. Ce n'est pas un hasard s'il y a aujourd'hui 41 milliardaires en Belgique, alors qu'il y en avait moins de 20 avant le Covid. Les familles Witouk, D'Ieteren, Hutz, Van Damme, frères, les actionnaires de la raffinerie Tirlemontoise, d'AB InBev, du groupe D'Ieteren, ces rentiers sont les champions belges de l'accaparement des richesses. En Belgique, la seule fortune des 10 capitalistes les plus riches atteint 36 milliards d'euros.
De quoi construire et faire fonctionner pendant 10 ans 1000 nouvelles écoles secondaires. De quoi sortir de terre 150 000 logements avec jardin, ou encore plus de 100 nouveaux hôpitaux. Et à côté de ces milliardaires, combien de travailleurs travaillent du matin au soir sans arriver à régler leurs factures, à se loger, se chauffer, se nourrir correctement? Combien de femmes et d'hommes sont livrés à la pauvreté et aux retraites indignes? Combien de quartiers populaires où la jeunesse, après avoir été rejetée des écoles, se retrouve livrée à la petite délinquance et au trafic en tout genre? Et ce sont encore ces femmes et ces hommes qui sont pointés du doigt, accusés de ne pas vouloir travailler, de ne pas s'occuper de leurs enfants, d'abuser des médicaments et des logements sociaux. Ce sont ces femmes et ces hommes qui, après des années d'exploitation à enrichir les actionnaires, sont licenciés du jour au lendemain, par centaines, par milliers, comme les salariés de Van Hool, d'Audi, de Volvo Truck, de Decathlon, de Barry Callebaut, d'Esprit, d'Ingenico et de bien d'autres entreprises. La vague de licenciements qui frappe tous ces travailleurs dépasse de loin la situation de chaque entreprise individuelle. Depuis 2 ans, avec le Covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine, la crise du capitalisme s'est approfondie. En réponse, pour maintenir ses profits, le patronat a redoublé son offensive sur tous les fronts et fait payer la crise aux travailleurs. Après l'explosion des prix, le blocage des salaires, cette offensive a d'abord visé les travailleurs du secteur de la distribution, comme chez Intermarché, Makro ou Delhaize. Cette année, ce sont les travailleurs de tous les secteurs qui sont visés. D'un côté, il y a ceux qui sont rejetés au chômage par les licenciements, par les plans de restructuration. Eux, que les politiciens de droite accusent de préférer le chômage, comme si c'était un choix. Et à l'autre bout, il y a ceux qui voient leur charge de travail augmenter à cause du manque d'effectifs. Et les politiciens cherchent à opposer les uns aux autres pour masquer l'entière responsabilité des capitalistes dans le chômage d'un côté et la surexploitation de l'autre. Surexploitation qui fait qu'en Belgique, plus d'1 travailleur sur 4 souffre de douleurs chroniques aux articulations, aux muscles. Et cela s'aggrave. Il y a 5 ans, ils étaient 1 sur 5. Quant au burn-out et dépression liées au travail, ils ont augmenté de 80%. Voilà le tribut que font payer les milliardaires aux travailleurs pour continuer de s'enrichir malgré la crise. Destruction des usines, des conditions de vie et de travail, destruction du corps et de la santé mentale des travailleurs, tout cela, c'est la conséquence du capitalisme. Et le grand patronat ne se contente pas de s'enrichir en intensifiant l'exploitation et de nous racketter en faisant flamber les prix. Il tape aussi dans les caisses de l'État, accapare les milliards qui devraient servir aux hôpitaux, aux logements, à l'éducation, aux retraites. En plus des milliards distribués aux entreprises sous forme de subventions, comme pour Audi ou Van Hool qui ont touché des millions d'argent public, en plus des emplois subventionnés, des arrangements fiscaux et des aides à l'investissement ou au démantèlement des centrales nucléaires, ce sont encore des milliards d'argent public supplémentaires qui partent gonfler les profits des banques et des financiers avec les intérêts de la dette de l'État. Et si rien ne change, le pillage de l'argent public par les patrons et les actionnaires deviendra encore plus catastrophique. Déjà, le gouvernement sortant, auquel appartiennent les ministres et députés socialistes et écologistes, a accepté, en concertation avec les autres gouvernements européens, un énorme plan d'austérité. Et le prochain gouvernement, quel que soit le résultat des élections, cherchera à l'imposer à la population. Ces futures mesures d'austérité sont, à côté de l'explosion des prix, des licenciements et des restructurations, le programme de la grande bourgeoisie pour la prochaine législature. Elles prendront la forme d'attaques sur les salaires, les pensions, les allocations et sur le financement des services utiles à la population. Elles seront destinées à dégager les fonds publics pour enrichir encore plus les plus riches, pour augmenter les dépenses militaires, pour enrichir les marchands de canons, pour équiper l'armée en vue des prochaines guerres auxquelles se préparent les capitalistes. Et Michel en parlera plus longuement après moi. Dans cette société, ce sont les possédants,
les financiers, ceux qui sont le plus éloignés de la production des richesses, qui prospèrent et s'enrichissent, en parasitent sur le dos des travailleurs. Ceux qui font le travail, qui se lèvent au milieu de la nuit pour prendre l'équipe du matin, ceux qui font rouler les bus et les métros, ceux qui nettoient, s'occupent des enfants ou des anciens, ont une vie de plus en plus dure. Cela s'appelle la guerre sociale. Cette guerre-là ne se déroule pas dans les tranchées, mais dans les salons feutrés des ministères et des conseils d'administration. Elle ne se mène pas avec des obus et des canons, mais à coups de lois, de décrets, de décisions patronales qui tombent comme des couperets sur les travailleurs. Eh bien, cela suffit pour condamner le capitalisme. Un système aussi injuste et inégalitaire ne peut pas être l'avenir de l'humanité. C'est pourquoi, dans cette campagne, nous ne faisons pas miroiter aux yeux des travailleurs l'espoir que ces élections pourraient changer leur sort. Cela, aucune élection ne pourra jamais le faire, contrairement aux mensonges répétés à longueur de temps par les politiciens professionnels. La vérité, c'est que le Parlement fédéral, tout comme les parlements régionaux et européens, ne sont que des lieux de bavardage, car ce n'est pas dans les parlements que le grand capital prend ses décisions. Et quelles que soient les couleurs politiques des coalitions après les élections, les parlements resteront des lieux de bavardage, car les gouvernements, les ministres prennent leurs ordres auprès du grand patronat, pas même auprès des députés et encore moins de la population. C'est la raison pour laquelle, dans cette campagne, nous affirmons que rien ne changera fondamentalement pour le monde du travail tant que la grande bourgeoisie sera aux commandes. Rien ne changera, sinon empire, tant que le monde du travail ne se défendra pas collectivement. Face à l'offensive patronale, aux guerres qui se multiplient, à la montée de l'extrême droite, des idées racistes et du nationalisme, sciemment diffusées pour diviser le monde du travail et embrigader les esprits, l'heure n'est plus au rafistolage. Il ne sera pas possible d'inverser l'évolution réactionnaire de la société en prenant ces problèmes isolément et en essayant de les régler petit bout par petit bout, entreprise par entreprise, ni même pays par pays. Il faut renverser cette société capitaliste. Renverser la grande bourgeoisie qui domine du haut de ses capitaux et en finir avec la course au profit et à la concurrence qui, en plus d'être source d'un gâchis inouï, dégénère en affrontements sanglants. Il faut que les travailleurs renouent avec la conscience que c'est à eux de diriger la société. C'est pour faire vivre cette conscience que les militants ouvriers de la fin du XIXe et du début du XXe siècle se sont regroupés en partis socialistes, révolutionnaires et internationalistes. Mais aujourd'hui, après la trahison et les mensonges des sociodémocrates, et après ceux des partis gangrénés par le stalinisme, de tels partis communistes révolutionnaires manquent cruellement à la classe ouvrière. Dans la lutte qu'elle mène aux travailleurs, la classe capitaliste dispose d'appareils d'État, de juges, d'armées, de médias et de tout un panel de partis politiques à son service. De leur côté, les travailleurs n'ont plus de véritables partis ouvriers pour les organiser largement. Mais ils disposent toujours de leur nombre. Et surtout, ils sont ceux qui font tourner toute l'économie. Pour exploiter les salariés et accumuler ses profits, la bourgeoisie a organisé et rassemblé les travailleurs par centaines, par milliers, au cœur des usines, des dépôts, des ports, des zones de transit, dans les bureaux et même dans les hôpitaux et les écoles. Dans tous les pays, les travailleurs se tiennent déjà au cœur même du système capitaliste. Là, ils y sont confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes mépris, aux mêmes exploiteurs. Face à ces derniers, les travailleurs n'ont pas seulement la force collective du nombre et de leur rôle primordial dans la production. Ils ont un intérêt commun autour duquel s'unir. Et cela fait peur à la bourgeoisie. Il n'y a qu'à mesurer l'effort gigantesque que ces patrons et ces politiciens consacrent à diviser les travailleurs, entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas, entre intérimaires, CDI, CDD, entre travailleurs du privé et du public, entre ceux des sous-traitants et des maisons mères, entre les différentes nationalités, couleurs de peau, religion et sexe.
Mais en dépit de toutes les divisions, de toutes les frontières que la bourgeoisie nous impose, le fait que les travailleurs partagent un intérêt commun est une réalité sociale que les capitalistes ne peuvent effacer. En prenant conscience de leurs intérêts communs et en s'unissant, les travailleurs sont capables de s'opposer au licenciement, aux restructurations, au chômage, aux cadences infernales, aux sous-effectifs. Ils sont capables de contrôler les embauches, les salaires, les prix et les comptes des entreprises. Ils sont capables de s'emparer des citadelles capitalistes depuis l'intérieur, d'arracher le pouvoir à la bourgeoisie partout et de diriger eux-mêmes toute la société dans l'intérêt de toute l'humanité. C'est ce qu'ont fait les travailleurs russes lors de la révolution de 1917, quand en pleine guerre mondiale, le tsar et les bourgeois leur refusaient la paix, le pain et la terre. Les travailleurs russes se sont emparés du pouvoir en s'organisant démocratiquement, dans chaque entreprise, dans chaque quartier, en soviet, le nom russe des conseils ouvriers, pour diriger collectivement et démocratiquement leur lutte, la révolution elle-même et ensuite la société tout entière. Durant cette révolution, les travailleurs organisés dans les conseils ouvriers ont pu juger par leur propre expérience la politique des politiciens de gauche, ces carriéristes, ces faux amis qui prétendaient le représenter, mais qui ne cherchaient que des compromis avec la classe capitaliste et refusaient que les travailleurs prennent le pouvoir. Mais précisément parce qu'ils étaient organisés démocratiquement, les travailleurs ont pu démasquer ces serviteurs du capitalisme. Ils ont pu trouver dans leur propre rang des militants ouvriers, communistes et internationalistes, regroupés autour du parti bolchevique, le parti de Lénine et de Trotsky, pour les aider à conduire la révolution prolétarienne. Les militants bolcheviques avaient fait le choix de ne pas chercher la popularité facile, mais au contraire, de toujours dire la vérité aux travailleurs en faisant confiance à leur capacité de révolutionner la société. En se basant sur l'histoire des luttes passées, sur base de l'expérience quotidienne de ces millions de femmes et d'hommes qui avaient relevé la tête face à l'exploitation et la guerre, les bolcheviks ont expliqué que pour résoudre tous les problèmes, la classe ouvrière ne peut pas compter sur des sauveurs, des tribuns à la parole facile ou sur la religion, mais que la classe ouvrière ne peut compter que sur elle-même pour prendre son sort en main et arracher le pouvoir à la bourgeoisie. Aujourd'hui, ces enjeux fondamentaux se rejouent chaque fois, à plus petite échelle, dans chaque lutte, chaque grève, chaque manifestation. C'est pour cela qu'il faut participer à reconstruire un parti ouvrier, communiste, révolutionnaire, à l'image de ce que fut le parti bolchevique. Il faut regrouper dans et autour de ce parti les militants ouvriers communistes et révolutionnaires qui peuvent s'adresser à leurs frères et sœurs de classe pour transmettre l'héritage politique des luttes ouvrières du passé, pour lutter contre les divisions et faire vivre la conscience de nos intérêts communs, pour contribuer à l'organisation des travailleurs dans les luttes contre l'exploitation quotidienne et préparer la lutte contre le capitalisme. Alors, pour faire un pas dans cette direction, rejoignez notre campagne, aidez-nous à faire vivre cette conscience en votant et en appelant à voter pour les listes lutte ouvrière dans le Hainaut et à Bruxelles. Car même extrêmement minoritaire, plus le courant révolutionnaire aura de voix, plus l'idée de lutte contre le capitalisme se renforcera. Car voter lutte ouvrière, c'est faire un vote conscient. C'est voter pour affirmer que l'on sait qu'aucun vote ne permettra d'améliorer les choses pour les travailleurs et que seule la lutte paye. C'est voter pour affirmer que ceux qui prétendent changer les choses petit bout par petit bout nous condamnent à l'impuissance face à la crise du capitalisme. Voter lutte ouvrière, c'est refuser de donner sa voix aux menteurs professionnels, aux politiciens de tous bords, qui postulent pour être les larbins du patronat au gouvernement. Voter lutte ouvrière, c'est répondre à ceux qui cherchent à attirer le vote des travailleurs en les appelant à être réalistes, en leur faisant croire que voter pour eux permettrait d'éviter le pire, que ce serait le moindre mal. C'est leur répondre que nous ne sommes pas dupes de leurs paroles et que nous sommes conscients qu'ils se préparent à nouveau à trahir l'intérêt des travailleurs. Chaque travailleuse, chaque travailleur qui votera lutte ouvrière le 9 juin votera pour son camp, celui des travailleuses et des travailleurs du monde entier.
il votera pour dire que cette société est moribonde et qu'elle doit être renversée. Dans le Hainaut et à Bruxelles, ce sera le seul vote utile, le seul vote qui, à terme, pourra contribuer à changer les choses. Car il participe à renforcer la seule perspective autour de laquelle tous les exploités, de tous les secteurs et de tous les pays peuvent s'unir, celle de la lutte pour leurs intérêts communs, la lutte contre le capitalisme, l'exploitation et les guerres, la lutte pour une société communiste. Alors, votez et faites voter Lutte ouvrière. Je vais passer la parole à Michel, à qui je vais donner le micro. Ok. Voilà, le micro fonctionne aussi? Parfait. Alors, pendant que les politiciens en Belgique enchaînent les promesses mensongères pour les élections, le monde s'enfonce dans la guerre. D'abord, partout, avec la guerre que la classe capitaliste mène contre les travailleurs et qui dépasse largement les frontières de la Belgique. Partout dans le monde, en effet, les patrons enchaînent ces attaques. Des attaques qui se ressemblent du reste, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis, en Chine, en Russie. Partout, ce sont des licenciements, des hausses de prix, des cadences accélérées. Mais la guerre, avec ses bombardements et ses massacres, est aussi une réalité dans de nombreux pays. En Ukraine, la guerre des tranchées a fait son retour en Europe. Des villes entières sont rasées par des bombardements. À Gaza, c'est toute une population qui subit quotidiennement la violence de ces bombardements. Même les tentes de réfugiés sont visées. Des travailleurs humanitaires sont également tués par dizaines. Les convois d'aide sont bloqués par l'armée israélienne. À toutes les victimes de bombardements s'ajoutent celles des maladies et même ceux qui meurent de la famine. Mais il n'y a pas que Gaza. De nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie sont ravagés par la guerre et la violence des bandes armées. Par millions, des hommes et des femmes tentent de fuir ces guerres et la misère qu'elles provoquent. Mais les dirigeants de l'Union européenne s'entendent avec des dictatures pour enfermer ces réfugiés dans des camps, voire les déporter dans le désert, comme en Libye ou au Tchad. Et ceux qui y survivent doivent encore risquer la noyade en Méditerranée ou en mer du Nord, souvent sous les yeux des gardes-côtes européens. Alors, face à cette barbarie, l'heure n'est pas au rafistolage, comme disait Isabelle, elle n'est ni aux petites promesses d'amélioration. Il faut que les travailleurs renouent avec la conscience que c'est à eux de changer la société. Car toutes ces horreurs ne sont pas une fatalité. Les guerres et les famines, les millions de réfugiés sont d'autant plus insupportables que l'humanité n'a jamais eu autant de richesses et que ces richesses continuent d'augmenter chaque année. Il y a suffisamment de place pour tous les peuples et suffisamment de moyens pour que tout le monde mange à sa faim, sous un toit solide, sans se tuer au travail. Mais pour y arriver, il faudra que les travailleurs, en Europe et aux États-Unis, renversent leur gouvernement au service de leurs capitalistes. Car ce sont eux qui organisent le pillage du monde entier. Ce sont eux qui sèment le chaos partout où la soif de leur profit les amène. Ce sont nos dirigeants, ici, en Europe et aux États-Unis, qui ont entouré l'ancienne Union soviétique de bases militaires pour mettre la main sur les terres noires et les richesses de l'Ukraine, ce qui a poussé, en réaction, le dictateur Poutine à envahir l'Ukraine pour défendre les intérêts de la bureaucratie russe, des oligarques et des capitalistes russes. Ce sont encore nos dirigeants occidentaux qui, depuis 75 ans, soutiennent l'État d'Israël pour avoir un gendarme dans une région riche en pétrole et qui cautionnent le massacre des Palestiniens. C'est encore eux qui arment et financent les bandes armées qui sèment la terreur au Congo pour en récupérer les minerais. Et cela n'a rien de nouveau. Au Congo, par exemple, l'impérialisme belge pille le pays depuis 1885. Et l'indépendance du Congo n'a pas empêché les capitalistes de continuer ce pillage et l'exploitation brutale de la population sous d'autres formes. Aujourd'hui encore, des capitalistes belges comme la famille Lippens, Forrest ou bien celle de Philippe de Morlose continuent à détenir des parts importantes de l'économie congolaise et s'enrichissent sur le sang et la sueur des travailleurs de ce pays.
L'impérialisme des États occidentaux crée partout l'instabilité. En soutenant, au gré de leurs intérêts, tel dictateur, puis tel groupe armé qui s'y oppose, les capitalistes créent de véritables bombes à retardement partout dans le monde. Et ces bombes ont déjà explosé en Ukraine, au Congo, à Gaza, à Haïti, au Soudan et dans bien d'autres pays. Et cela montre le sort qui attend tous les peuples sous le régime capitaliste. Ce n'est pas pour rien que Jean Jaurès disait déjà en 1895 « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». Face à ce chaos, des démagogues de tout poil prétendent que la seule manière de nous sauver serait de se replier derrière ses frontières nationales. Ils multiplient les discours pour la défense de notre industrie, de notre économie, pour protéger nos frontières. Mais cette économie et cette industrie n'appartiennent pas aux travailleurs. Comment espèrent-ils nous faire croire que ce seraient nos entreprises alors que nous pouvons en être licenciés du jour au lendemain? Comment croire que ces frontières sont là pour défendre nos intérêts alors qu'elles mènent à la mort des milliers de nos frères de classe, des travailleuses et travailleurs qui n'ont commis aucun crime, sinon de chercher un meilleur avenir loin des guerres et de la misère? En réalité, derrière les discours nationalistes ou même régionalistes, ils défendent, c'est le droit des patrons que les politiciens défendent. Ils défendent le droit des patrons à se gaver d'argent public pour défendre leurs profits. Ils défendent le droit des capitalistes belges à utiliser l'armée pour défendre leurs intérêts à l'étranger et continuer à piller le reste du monde en laissant le chaos partout. En réalité, une véritable souveraineté pour les peuples, elle ne pourrait revenir que d'une révolution communiste où les travailleurs prendraient le pouvoir et construiraient des États socialistes pour fédérer les peuples au lieu de les dresser l'un contre l'autre. Désormais, les partis, les mêmes qui n'ont cessé de répéter à juste titre que l'économie est mondiale, cherchent de plus en plus à enfermer les peuples dans les frontières, et même les partis de gauche. Le Parti socialiste et écolo, comme tous les autres partis au gouvernement, ont voté il y a quelques semaines une loi pour autoriser Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières, à contrôler et enfermer les travailleurs étrangers, y compris sur le territoire de la Belgique. Cela ne fait qu'aggraver l'insécurité pour ces travailleurs, justement eux qui affrontent les boulots les plus dangereux et les plus pénibles et à qui l'État refuse toute protection. La championne des discours nationalistes, c'est l'extrême droite, qui fait son beurre de toutes les divisions de nationalité, de langue, de religion, ou entre les chômeurs et les travailleurs. Tout en cherchant à nous diviser, les partis d'extrême droite tentent de se faire passer pour des partis différents des autres partis politiques. Mais on le voit en Italie ou en Hongrie, une fois au pouvoir, ils font exactement la même politique au service du patronat en attaquant les travailleurs. Et bien que les partis d'extrême droite surfent sous la démagogie anti-immigrée, ils sont obligés de tenir compte de la volonté du patronat dans les secteurs agricoles, du bâtiment, de l'industrie, qui veut pouvoir surexploiter cette main-d'œuvre peu chère. Alors les gouvernements d'extrême droite ne peuvent interdire l'immigration. Par contre, ils utilisent toutes sortes de pressions pour rendre la vie des immigrés encore plus difficile et précaire, ce qui permet aux patrons d'imposer des salaires toujours plus bas. Alors, face à tous ces discours de haine, il faut l'affirmer. Les migrants sont des travailleurs et ils font partie de notre camp. Attaquer les immigrés, c'est s'en prendre à des travailleurs qui font tourner la société. Ne nous laissons pas embarquer dans ces idées puantes. Le mouvement ouvrier compte bien, depuis bien longtemps les idées nationalistes et défend l'internationalisme. Karl Marx et Friedrich Engels proclamaient déjà en 1848 « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Et en effet, en opposition à tous les nationalismes, la force des travailleurs, c'est de ne pas se laisser diviser. En exportant le capitalisme, les patrons ont aussi exporté la lutte des classes. Partout, il y a des prolétaires. Dans tous les pays, dans toutes les langues, il y a des travailleurs qui s'opposent au licenciement, qui doivent se battre pour leur salaire et qui ressentent la même colère face à l'exploitation. Et ici même, en Belgique, en Europe, il y a des travailleurs venus du monde entier, d'Italie, du Maroc, de Turquie, ou plus récemment de Syrie, du Burundi ou du Soudan. À Bruxelles, on parle plus de 100 langues différentes. La diversité des origines des travailleurs n'est en rien une faiblesse. Au contraire, c'est une grande force. Les démagogues politiciens voudraient nous voir divisés, chaque groupe rassemblé derrière son drapeau national,
à regarder les autres groupes avec méfiance. Il est temps de se débarrasser de ces vieux drapeaux, dépassés depuis longtemps, et de se rassembler tous derrière le drapeau rouge. Car le drapeau rouge représente la lutte des travailleurs par-delà les frontières. Il peut être brandi dans chaque grève, dans chaque manifestation, dans chaque révolte à travers le monde, pour dire « nous savons quel est notre camp ». Car toutes les luttes des travailleurs, partout dans le monde, font partie d'un même mouvement. Et ces luttes doivent converger vers une révolution internationale qui balayera le vieux système capitaliste pourrissant. Le drapeau rouge, comme le rappelait Isabelle, a été brandi durant la Première Guerre mondiale par les soldats qui se sont mutinés contre cette boucherie immonde, puis par les révolutionnaires russes qui ont renversé la dictature des tsars et qui en ont inspiré d'autres, en Hongrie, en Allemagne, en Italie, et même en Belgique, où de nombreux soldats arboraient le ruban rouge à leur boutonnière. Si nous rappelons ces faits, c'est parce que nous savons que c'est une erreur de penser que nous sommes à l'abri des guerres qui ravagent déjà la Palestine, l'Ukraine ou le Congo. Écoutez comment les politiciens et les médias nous désignent déjà l'Iran, la Russie, la Chine comme des ennemis à abattre. Alors certes, ces États se comportent comme les autres, ils n'hésitent pas eux aussi à utiliser la violence pour défendre leurs intérêts, mais en faisant ça, ils ne font qu'imiter, tout en restant moins puissants, ce que les États impérialistes occidentaux font depuis des siècles. Car les premiers fauteurs de guerre, ce sont les États occidentaux. Ils ont déjà entraîné l'humanité dans 2 guerres mondiales et ils préparent la suivante. Aujourd'hui, les dirigeants européens ne s'en cachent même plus. Ils sont tous va-t-en-guerre. C'est pour cela que des options comme les métiers de la défense apparaissent désormais dans les écoles secondaires, que l'armée belge embauche 4000 nouveaux soldats, que de gros contrats se multiplient dans le secteur de l'armement. Par exemple, le groupe John Cockerill a obtenu une importante commande pour la création des blindés du futur. Et bien voilà qui va assurer la fortune de son actionnaire, la famille Serin, y compris grâce aux capitaux publics de la région wallonne qui participent à ce projet via la FN de Herstal. Les démagogues, au service des riches, prétendent qu'il faut une armée forte pour mieux se défendre. Eh bien c'est faux. L'armée belge n'a jamais défendu le territoire, pas plus que l'armée française n'a défendu la France, car ces armées n'ont fait la guerre qu'aux peuples coloniaux. À moins que les soldats se mutinent, l'armée restera toujours au service des capitalistes. Elle reste entre les mains des généraux qui se sont illustrés dans les sales guerres impérialistes, comme par exemple le nouveau chef de l'armée belge, Frédéric Vansina, qui a participé comme pilote au bombardement de l'OTAN sur la Syrie et l'Afghanistan. Et ce sont à de tels assassins ou à des politiciens qui se moquent aujourd'hui qu'on crève sous l'exploitation ou qu'on se désespère au chômage que nous devrions confier nos vies dans les prochaines guerres. Il faut refuser de marcher au pas, de mourir pour défendre cet ordre impérialiste barbare. Il n'y a aucun avenir entre les mains des dirigeants qui nous mènent tout droit vers une 3e guerre mondiale. Comme le dit la chanson L'Internationale, s'ils s'obstinent à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. La guerre en Ukraine, les massacres à Gaza et au Congo ne manquent pas de susciter l'indignation et la révolte. Non seulement dans les pays concernés, mais aussi partout dans le monde, comme avec les occupations d'universités, y compris ici en Belgique, y compris à l'université de Bruxelles ici, pour dénoncer le massacre en Palestine. Mais ces massacres ne cesseront pas, ne se régleront pas avec les drapeaux nationaux et avec des frontières. Car les frontières n'ont jamais protégé les travailleurs, ni des guerres, ni du pillage, ni de leurs propres capitalistes. Les frontières ne protègent que les bourgeois, leur marché, leurs richesses, face aux bourgeois des autres pays. Mais la concurrence entre les États capitalistes ne peut que dégénérer en guerre. Alors, un État de plus ou de moins, ce n'est pas ça qui va sauver le peuple palestinien, ukrainien ou congolais. Seul le drapeau rouge, le drapeau de l'unité des travailleurs opprimés et exploités de tous les pays peut être notre boussole pour mener à un monde débarrassé des guerres, des massacres, des frontières, du nationalisme et du racisme. Montrons à travers ces élections qu'il y a des travailleurs qui refusent de se laisser écraser par le fatalisme, qui ne se laissent pas tromper par les belles promesses de politiciens, qui ne se laissent pas monter contre d'autres travailleurs, contre les chômeurs, les étrangers, les Wallons, les Flamands, mais qui affirment que le temps des luttes n'est pas terminé.
Dans ces élections, affirmons que nous refusons de nous résigner, que nous sommes conscients que l'avenir de l'humanité peut être autre chose que la barbarie et la guerre, que l'on pourrait utiliser les richesses pour répondre aux besoins de chaque être humain. Nous ne serons qu'une petite minorité, oui, pour le moment, comme les révolutionnaires français étaient minoritaires avant la révolution bourgeoise de 1789, comme les révolutionnaires russes étaient minoritaires avant la révolution ouvrière de 1917, les révolutionnaires ne peuvent être que minoritaires avant les révolutions, c'est évident. Mais l'histoire montre que les révolutions se font tout de même. Dans ces élections, nous expliquons que le capitalisme mène l'humanité au chaos et à la barbarie. Dans ces élections, comme tous les jours, nous affirmons que les travailleurs ne doivent pas céder à la division, que les travailleurs ne doivent pas suivre les clairons nationalistes. Nous affirmons que la classe ouvrière, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, les chômeurs, les cadres, les étudiants, la population dans son ensemble, peut changer le monde, non pas par des élections, mais par la révolution. Bien sûr, il faudra un parti ouvrier pour aider la classe ouvrière à vaincre la bourgeoisie. Eh bien, cette campagne a été l'occasion de rencontrer, de nouer des contacts avec des jeunes et des moins jeunes qui n'avaient jamais rencontré auparavant les idées communistes révolutionnaires. Et après ces élections, notre devoir envers l'humanité, c'est de continuer à diffuser ces idées de révolte contre ce système capitaliste injuste et inhumain, de dire qu'une autre société débarrassée de l'exploitation, de la misère et des frontières est possible. Et même si l'organisation que nous construisons aujourd'hui peut paraître bien petite par rapport à nos ambitions, l'histoire nous a montré que parfois, des petites organisations déterminées peuvent jouer un grand rôle lorsqu'une révolution se lance.